Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. L'heure des comptes aurait-elle sonné ? Vendredi 10 septembre, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé d'Emmanuel Macron jusqu'au 16 février 2020, était mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Lui est notamment reproché d'avoir insuffisamment préparé la France à la pandémie de Covid-19, alors même qu'elle était en charge de la santé des Français, favorisant ainsi la propagation du virus SARS-CoV-2. Une mésestimation des risques, prélude à des défaillances en cascade au sommet de l'État, avec des conséquences tragiques pour le pays. Alors, dans ce scandale sanitaire absolu que fut la gestion de la crise du Covid, quel fait peut-on exactement reprocher à Madame Buzyn ? D'autres membres de l'exécutif sont-ils en cause ? Peut-on s'attendre à des condamnations ? On fait le point tout de suite dans cette vidéo. On lui reproche beaucoup de choses, à en croire le nombre de plaintes qui ont été déposées, puisque la Cour de justice de la République a reçu quelques 14 500 plaintes. Elle a jugé recevable seulement 16 plaintes qui émanaient notamment de collectifs de médecins, de victimes du Covid, de familles de victimes du Covid. Et en substance, ce qu'on reproche à Agnès Buzyn, c'est une gestion erratique de la pandémie, une incapacité à anticiper, une gestion du matériel, notamment pour les soignants, qui a été également catastrophique. C'est mon mari qui est en tenue de pompier. Son mari, Olivier, était aussi infirmier libéral. Le 11 avril, il est mort du Covid, à 57 ans. Il avait 4 masques dans sa mallette. Mais du coup, il ne les prenait pas pour lui se protéger, c'était vraiment pour protéger donc, ses patients. Aujourd'hui, il laisse 2 enfants, de 4 et 11 ans. Ma petite fille, vous voyez, tous les soirs, on observe une étoile qu'on embrasse et donc on lui parle. On lui dit voilà, qu'on l'aime très fort et qu'on pense à lui. Et elle lui dit qu'elle sait très bien que son papa la surveille et la protège. Pour mon petit garçon, c'est plus compliqué parce qu'il se rend vraiment bien compte des choses et il est en colère voilà, parce qu'il sait qu'il verra plus son papa et que c'est son métier qui lui a pris en fait. Combien sont morts depuis ? Combien de soignants ont été contaminés depuis ? Eh bien, c'est un mystère. Le ministre de la Santé que nous avons encore sollicité aujourd'hui, le gouvernement plus généralement, refuse de donner ce chiffre. Pas de communication officielle sur le sujet. C'est une information que l'on doit aujourd'hui à la profession, que l'on doit aujourd'hui à tous les Français. C'est un très lourd tribut qui est payé par la grande famille des médecins aujourd'hui dans notre pays. Mais ça veut dire, Olivier Véran, qu'aujourd'hui, les soignants qui sont confrontés dans les établissements hospitaliers ou en ville à des patients atteints de coronavirus ne sont pas suffisamment équipés, protégés et peuvent donc, comme ça semble être le cas en l'espèce, contracter la maladie eux-mêmes. Ce que nous savons pour la France comme pour les pays étrangers, c'est que la plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière, mais en dehors des missions hospitalières. C'est pour ça, par exemple, que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir assurer des transports individualisés pour des soignants dans les hôpitaux, dans les grandes métropoles. C'est pour ça que nous donnons aussi des indications à l'ensemble des soignants comme à l'ensemble des Français sur le respect des gestes barrières, du lavage des mains, de la protection individuelle et collective. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, ainsi que l'actuel directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, ont vu ce matin leur bureau et leur domicile perquisitionnés avec d'autres responsables politiques. Les domiciles d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, de Sibeth Ndiaye, ex-porte-parole du gouvernement, ont également été perquisitionnés. Tout cela dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur la gestion de la crise du coronavirus. Il y a un climat de populisme pénal, les perquisitions chez les ministres et maintenant cette mise en examen. Je crois en effet que la justice est en train d'outrepasser ses droits. L'hyperjudiciarisation risque d'avoir pour effet, moi je le dis, de paralyser l'action publique, notamment en temps de crise. Ce qui se met en place là, c'est un processus de destruction de la démocratie. Rien que ça. Oui. C'est un chef d'accusation très grave qui pèse aujourd'hui sur Agnès Buzyn, celui de mise en danger de la vie d'autrui. Grave, mais suffisamment sérieux pour justifier la mise en examen de l'ex-ministre par la CJR, la Cour de justice de la République, seule cour compétente pour juger les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leur mandat. Une mise en examen qui s'appuie sur un motif simple, le non-respect supposé de la part de Madame Buzyn du décret relatif aux attributions du ministre des Solidarités et de la Santé, poste qu'elle occupait jusqu'à sa démission en pleine pandémie, pour briguer la mairie de Paris au nom de son parti, La République En Marche.
En tant que ministre, Madame Buzyn avait pour mission de préparer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de la santé publique et de l'organisation du système de santé. Elle était responsable de l'organisation de la prévention et des soins, de l'élaboration et de la mise en œuvre, en lien avec les autres ministres, des règles relatives à la politique de protection de la santé contre les risques susceptibles de l'affecter. Alors, Madame Buzyn a-t-elle manqué à ses obligations envers la France ? D'un point de vue légal, c'est évidemment à la justice de trancher. Et contrairement à toutes les personnalités politiques qui défilent dans les médias depuis plusieurs jours pour dénoncer la décision de la CJR, montrant ainsi le peu de cas qu'ils font du principe de séparation des pouvoirs qu'ils ne cessent pourtant d'invoquer, nous n'allons pas entrer ici dans un débat de juristes. En revanche, si la question de la gestion de la crise du Covid par l'exécutif dans son ensemble et pas seulement par Agnès Buzyn, refait aujourd'hui surface, il est de notre devoir, en tant que média d'information, de rappeler un certain nombre de faits que l'actualité chargée de ces derniers mois a pu nous faire oublier. Il n'y avait aucun départ d'épidémie quand je suis partie, et donc je ne savais pas si elle arriverait, quand elle arriverait, quelle serait son ampleur, quelle serait sa gravité. Hier, dans le journal Le Monde, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn confie ses regrets et son amertume sur la gestion de l'épidémie. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Souvenez-vous, fin décembre 2019, une épidémie de pneumonie virale d'origine inconnue éclate dans la ville de Wuhan, en Chine. Quelques jours plus tard, les scientifiques découvrent le nouveau virus à l'origine de cette maladie, le SARS-CoV-2. Les médecins chinois rendent publique l'existence de l'épidémie, mais la Chine, crue sur parole par l'Organisation mondiale de la santé, omet de partager certaines informations sur le risque de propagation. Il faut attendre le 20 janvier 2020 pour que l'annonce de la transmissibilité du virus soit faite et pour que le gouvernement chinois prenne des mesures de confinement. Mais trop tard, l'épidémie a déjà franchi les frontières et des cas sont détectés aux États-Unis et en Europe. Pourtant, à ce stade, le risque de ce qui deviendra la pandémie de Covid-19 n'est guère pris au sérieux dans le monde, notamment en France où il faudra attendre plusieurs semaines pour que les autorités prennent conscience de l'ampleur du problème. Ainsi, le 21 janvier, Agnès Buzyn expliquait aux Français que le risque d'introduction du virus en France était faible et que notre système de santé y était préparé. Elle avait d'ailleurs mis des affiches dans les aéroports. Et surtout, c'est fort de cette conviction que le gouvernement va faire preuve d'un laxisme absolu dans sa gestion de l'épidémie jusqu'à l'annonce du confinement le 17 mars. Dans ce laps de temps, les vols entre la France et la Chine continuent puisque, comme on nous l'expliquait encore plusieurs mois plus tard, fermer les frontières n'était pas efficace puisque les virus n'ont pas de passeport. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. On se contente donc de mettre des affiches d'information dans les aéroports, on rapatrie les touristes français présents en Chine, et le 26 février encore, alors qu'Agnès Buzyn a été remplacée au ministère de la Santé par Olivier Véran, on laisse 3000 supporters italiens venir assister à un match Lyon-Turin, alors même que le nombre de cas de Covid commence à exploser dans le nord de l'Italie. 10 jours plus tard, le 7 mars, c'est le président Emmanuel Macron en personne qui assistera à une représentation théâtrale afin d'inciter les Français à ne rien changer de leurs habitudes. Pourtant, il sera bientôt contraint, face à la progression de l'épidémie, de fermer les écoles, mais en maintenant la tenue des élections municipales, élections qui donneront lieu à la fois à une abstention record et à une accélération de l'épidémie qui rendra inévitable un premier confinement 2 jours plus tard. Voilà, nous avons voté et je crois que c'est important que ce moment démocratique se tienne. Ma priorité absolue, c'est de protéger nos concitoyens. Je l'ai dit en m'exprimant jeudi soir. Un ami est décédé il y a 48 heures. Avons-nous le droit de nous rendre à son enterrement? Et ce que je vais dire est terrible à entendre pour la téléspectatrice qui pose cette question. Mais je me dois d'être à la hauteur des fonctions que j'occupe
Et donc je vais répondre non. Nous ne devons pas, nous devons limiter au maximum les déplacements. Et même dans cette circonstance, et j'ai bien conscience de dire quelque chose d'une très grande dureté, même dans ces circonstances, nous ne devons pas déroger à la règle qui a été fixée. Tous les aéroports internationaux sur le sol français ont des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs. Sylvain vit à Shanghai. Il revient en France pour quelques jours et s'étonne que les contrôles à la sortie de l'avion ne soient pas systématiques. On nous a demandé si on se sentait bien. Et ils contrôlent quelques personnes la température, mais une personne sur 100. Enfin, moi, je n'ai vu qu'une personne contrôlée, donc c'est vraiment assez léger, je trouve. Un contrôle sommaire, mais une notice d'information a tout de même été distribuée à tous les voyageurs. Impréparation, inconséquence, incohérence dans les décisions, nous n'en sommes là qu'au début de l'épidémie. Mais en parallèle, un autre scandale arrive, celui des masques. Cela semble une évidence aujourd'hui car on nous l'a dit et répété, en limitant la dispersion des particules dans l'air, les masques limitent la propagation du virus. Sauf que, début 2020, c'est un tout autre discours qui nous était tenu. Si nous sommes nombreux à nous souvenir de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement d'alors, nous expliquant en plein confinement qu'elle ne savait pas comment porter un masque chirurgical et que dans ces conditions, cela pouvait être dangereux, ce que l'on a en revanche tendance à oublier, c'est que c'était alors tout l'exécutif, d'Édouard Philippe, Premier ministre, jusqu'à Olivier Véran, ministre de la Santé, qui était sur cette même longueur d'onde. On nous expliquait alors que l'État disposait de stocks importants, mais que les distribuer à la population était inutile, voire contre-productif. Le problème, c'est que la France était alors en réalité en pénurie de masques, et que cette pénurie nous a été cachée. Entre 2011 et 2016, le stock national de masques, notamment FFP2, les plus efficaces, est passé de 700 millions à 700 000. En 2013, sous l'action de la ministre Marisol Touraine, l'État a transféré la gestion du stock national aux employeurs et aux hôpitaux, sans jamais contrôler l'effectivité de cette gestion. Ce qui ne l'empêche pas de détruire son propre stock au fil des ans, amenant à la situation que l'on sait. Cette pénurie couvait donc depuis plusieurs années, mais elle aurait pu être partiellement évitée début 2020 si l'État avait pris la mesure de la situation et cherché à reconstituer au moins une partie de ses stocks. Sauf que c'est l'inverse qui s'est produit. Il y avait des masques qui étaient en bon état et qui ont été détruits jusqu'à la fin du mois de mars 2020. Et la preuve, ça nous a été confirmé de bonnes sources, et je ne crois pas que ça ait été démenti, ça ne peut pas l'être, c'est que Matignon, découvrant en catastrophe que des masques sont encore détruits alors qu'ils sont en bon état, a mis le holà, il y a eu un coup de gueule. Santé publique France, je pense, a entendu parler du pays, et les destructions ont été immédiatement arrêtées. Les stocks qui étaient en phase de destruction ont été récupérés, ont été réexaminés, et c'est ce qui a fait qu'on a pu en récupérer plusieurs dizaines de millions. Non seulement il n'y a eu aucun sursaut de la part des autorités, mais encore, mi-février, la France envoyait 17 tonnes de matériel médical, masques, gants et autres combinaisons médicales à Wuhan, en Chine. Un geste de solidarité qui aurait été bienvenu si, ce faisant, on ne s'était pas débarrassé de matériel qui allait grandement nous faire défaut dans les semaines à venir. Car si l'on a parlé principalement des masques jusqu'ici, dès la première explosion du nombre de cas de Covid en France, c'est bien de tout un ensemble d'équipements que le personnel médical français s'est retrouvé à manquer. Ici, au fil d'actu, on n'a pas oublié ces médecins, ces infirmières, ces aides-soignants que l'on nous demandait d'applaudir chaque soir, mais qui étaient envoyés chaque jour au front des urgences Covid, vêtus de sacs poubelles en guise de combinaison, dans des hôpitaux surchargés, dont on nous expliquait encore quelques mois auparavant qu'ils avaient trop de lits et coûtaient trop cher à la Sécu. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Et d'ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Ça, c'est la première chose. Et donc, il doit y avoir une prescription médicale qui fait que vous pouvez avoir des masques le cas échéant. Les particuliers sont bien sûr invités, je l'ai dit, à se confectionner eux-mêmes des masques dans les conditions recommandées par l'AFNOR et par l'ANSM. Voilà, ça c'est aussi... mais pourquoi pas? Ça fait partie, il a dit, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Appelez les gens à fabriquer des masques, après tout, pourquoi pas?
J'invite vraiment celles et ceux qui en ont à les donner aux hôpitaux et à l'hôpital à côté de chez eux, parce que nos personnels ont besoin de cela. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus. Nous avons anticipé, nous nous sommes préparés. J'ai vu là des équipes formidables. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment? Face à l'explosion du nombre de patients maintenus en coma artificiel, Maryse Camus, la chef du service pharmacie, commence à manquer de sédatifs. Maryse n'a plus que 3 jours de stock. En dernier recours, un nouveau décret offre aux hôpitaux une alternative surprenante. En cas d'impossibilité d'approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, des médicaments à usage vétérinaire, bien sûr à même visée thérapeutique, pourraient être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier. Les nouvelles blouses qui se déchirent, c'est normal. Voilà. Voilà. Sortie du sachet. Excusez-moi, je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait que on est en permanence au chevet de notre hôpital, peut-être de façon... Vous êtes dur, là. Je présentais tous les soirs cette émission et vous verrez que c'est une réalité. Pardonnez-moi. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément? Nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents. Avril, c'est là où la doctrine commence à changer. Et vous avez vu que les scientifiques, et c'est leur droit, et même, j'allais vous dire, tant mieux, face à ce virus, ont changé plusieurs fois de recommandations et d'avis. Il y a aussi un autre truc qui mérite, c'est quand j'entends les politiques dire ah oui, les scientifiques ont changé de doctrine. Mais globalement, mettre un masque pour se protéger d'un virus respiratoire, ça fait presque un siècle qu'on le sait, quoi. Nom de Dieu. Nous connaissons les difficultés d'aujourd'hui, on sait les difficultés qu'il y aura devant nous, et je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Et si la mise en examen d'Agnès Buzyn est avant tout liée à ces questions, la ministre ayant rapidement décidé de quitter son poste pour satisfaire des ambitions électorales, ce n'est là qu'une infime partie du scandale sanitaire de la crise du Covid. On pourrait bien sûr parler ici des tests, dont, comme les masques, on nous expliquait qu'ils n'étaient pas nécessaires, sinon pour les personnes gravement malades, alors qu'en réalité, nous n'en avions pas, faute de les avoir commandés dans les temps. On pourrait bien sûr évoquer les absurdités, les décisions contradictoires, les retournements de veste de dernière minute dès lors qu'il s'est agi de prendre des mesures de confinement, des cafouillages autour des métiers ou des produits essentiels ou non, dont la liste pouvait varier d'une semaine à l'autre, du télétravail dont on nous disait tous les 10 jours qu'on allait le renforcer alors même qu'aucune directive n'a jamais contraint les entreprises à le mettre en œuvre, des protocoles sanitaires inapplicables pour nos enseignants et nos enfants dont on nous assurait un jour qu'ils n'étaient pas porteurs du virus, puis qu'on obligeait à porter le masque le lendemain. On pourrait parler de la prétendue stratégie tester, tracer, isoler que l'on nous a vendue pendant des mois, jusqu'à l'arrivée du vaccin en fait, comme la meilleure solution possible et qui dans les faits n'a absolument jamais été mise en place. On pourrait parler de l'absurdité totale des attestations de sortie auto-signées, manière de donner l'illusion d'une action politique alors même qu'on laissait la population livrée à elle-même. On pourrait bien sûr évoquer la deuxième vague, celle de l'automne 2020, dont on nous martelait dans les médias qu'elle n'arriverait pas, ce qui explique que rien n'a été fait durant l'été pour la préparer. On pourrait parler de l'aberration, du deuxième confinement, dit confinement souple, qui dans les faits empêchait les gens de vivre, mais tout en laissant le virus circuler librement, justifiant ainsi pendant de longs mois les multiples reports de la réouverture des bars et des restaurants, finalement possibles uniquement avec l'arrivée de la vaccination. Et puisqu'on parle de vaccination, on pourrait revenir sur le délai extrêmement long qu'a nécessité sa mise en œuvre. Tout simplement parce que, comme pour les masques ou comme pour les tests, les dirigeants français n'avaient pas pris les devants pour en commander des doses, préférant s'en remettre à une Union européenne ayant elle aussi brillé par son incompétence.
Et on pourrait bien sûr se rappeler Emmanuel Macron, n'hésitant pas à accuser le vaccin AstraZeneca de provoquer des thromboses afin de détourner l'attention des retards de livraison. Et tant pis si 2 semaines plus tard, ceux qui reprenaient la fake news répandue par le président en personne se retrouvaient taxés de complotisme par ce même président dont le comportement a sans doute très largement contribué à nourrir la défiance envers la médecine. Plusieurs millions de doses d'AstraZeneca ont été administrées dans l'UE et au dernier des comptes, quelques dizaines de cas de thrombose ont été signalés. Dans plusieurs pays d'Europe continentale, on a vu des cas de thrombose, en particulier chez les sujets plutôt plus jeunes, plutôt féminins, qui ont tout de suite alerté. Au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, 2500 personnes peuvent être vaccinées quotidiennement. Mais depuis quelques jours, les patients sont bien moins nombreux. À 16h par exemple, c'est plus de 290 000 créneaux de vaccination qui étaient disponibles. Et s'il y en a autant, c'est parce que les Français s'inquiètent des effets secondaires des vaccins. En particulier, le risque, pourtant très faible, de faire une thrombose après une injection d'AstraZeneca. J'ai réussi, durant les 3 jours de consultation, à faire 6 doses de vaccin. Toutes les autres personnes ont refusé le vaccin. Voilà, personne n'en veut. Nous devrons nous en remettre au savoir et à la science. Ne jamais céder au complotisme, à l'obscurantisme, au relativisme. Alors oui, la liste est non exhaustive et on pourrait continuer ainsi pendant longtemps. Le fait est que si l'épidémie de Covid était par nature imprévisible, son bilan social, économique et surtout humain, plus de 116 000 morts, rappelons-le, soit l'intégralité de la population d'une ville comme Perpignan ou Besançon, ne s'explique en revanche pas uniquement par la fatalité. Un certain nombre de décisions politiques ont joué. Des décisions anciennes, telles que la destruction de notre stock de masques, mais aussi des décisions prises dans l'urgence, il y a à peine quelques mois. Et pour nous autres citoyens qui avons souffert du Covid, qui sommes tombés malades, qui avons vu des proches mourir, ou plus généralement, qui sortons péniblement de 2 années de privation alors même que cela aurait pu être évité, pour nous, ce n'est que justice de voir Agnès Buzyn mise en examen, et ce ne serait que justice de voir aussi Édouard Philippe, Olivier Véran, Sibeth Ndiaye, Jérôme Salomon, Jean Castex, Jean-Michel Blanquer et bien sûr Emmanuel Macron la rejoindre sur le banc des accusés, être jugé et condamné lourdement. Non pas qu'ils soient les seuls responsables de ce bilan. D'autres ont contribué au désastre, les charlatans, les vendeurs de remèdes miracles ou les politiciens avides de notoriété qui se sont répandus en mensonges. Mais cela ne présidait pas aux destinées de la nation, contrairement à ceux que nous venons de citer, à ceux dont l'inaction peut totalement être perçue comme une trahison nationale et qui surtout n'ont eu de cesse de se dédouaner de toute responsabilité et de rejeter la faute de la propagation du Covid sur les Français, ces grands enfants incapables de se laver les mains correctement, pendant que eux faisaient tout bien comme il fallait et demandaient même à McFly et Carlito de nous écrire une petite chanson pour nous rappeler de tousser dans nos coudes. Et pourtant, on ne va pas se mentir. En l'état actuel des choses, il y a aujourd'hui très peu de chances que ces personnes soient condamnées. Déjà parce que, comme la défense de Madame Buzyn se plaît à le rappeler, la mise en danger de la vie d'autrui implique la violation d'une disposition légale ou réglementaire nécessitant une action particulière qui n'a pas été menée. Sur cette base, il serait donc étonnant de voir Madame Buzyn condamnée, celle-ci pouvant arguer que rien dans un contexte de crise ne lui permettait de prendre la mesure de la gravité de la situation. Et à vrai dire, il y a lieu de se demander si ce n'est pas un gros problème de notre démocratie. En fait, depuis la mise en examen d'Agnès Buzyn, quasiment toute la classe politique a pris sa défense avec un argument qui revient presque toujours. Si l'on pense que la politique d'Agnès Buzyn a eu des conséquences négatives, ce ne serait pas aux juges de trancher, mais aux électeurs en sanctionnant son camp aux prochaines élections. Sauf que, dans le cas précis, on parle de choix politiques concrets, qui ont potentiellement causé des milliers de morts. Ce n'est pas un débat d'idées, ce ne sont pas les opinions politiques, la ligne idéologique portée par Agnès Buzyn ou La République En Marche qui sont en question. Ce qui est en cause, ce sont les conséquences directes de ces actes. L'enjeu n'est pas de savoir si l'on est d'accord ou non avec elle, mais si elle a ou non du sang sur les mains. Et ça ne peut pas se décider sur une élection municipale, ni même une présidentielle. Ce qui est posé ici, c'est la question de la responsabilité de nos dirigeants devant le peuple français. Une question qu'aujourd'hui, les politiques refusent de voir poser. Ils peuvent bien passer leur temps à dire qu'ils assument leur politique, comme le fait extrêmement souvent Emmanuel Macron, mais dans les faits, ils n'assument rien du tout. Ce sont les Français qui subissent au quotidien les conséquences de leurs décisions, mais eux-mêmes n'y sont jamais confrontés.
Pour les professionnels de la politique aujourd'hui, la politique n'est qu'un vaste débat d'idées déconnecté du réel. Mais pour les Français, ce sont des faits concrets. Quand un président signe un traité de libre-échange, cela peut signifier des destructions d'emplois pour des dizaines de milliers d'agriculteurs, d'ouvriers ou d'ingénieurs. De même, quand une ministre de la Santé explique en pleine pandémie de coronavirus que porter un masque ne sert à rien, c'est là aussi un vrai problème. Pas parce qu'on ne l'aime pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ses idées politiques, mais simplement parce que les conséquences peuvent être funestes pour nombre de nos compatriotes et qu'au final, ce sont les conséquences de nos actes qui comptent, et pas toute la bonne volonté que l'on a pu mettre ou non à agir. Comment aujourd'hui remettre la responsabilité au cœur de notre démocratie ? Comment faire en sorte que les politiques puissent rendre compte des conséquences de leurs actes et ne soient plus tentés, dès lors, de voir la politique comme un simple jeu dont le peuple est constamment exclu ? Voilà des questions qu'il importe de se poser aujourd'hui et on vous invite à en débattre en commentaire sous la vidéo. Ce qui est certain, c'est que si la classe politique décide, par l'arrogance qui la caractérise si souvent, d'éluder cette question et d'y préférer les bravades méprisantes du type qu'ils viennent me chercher, comme l'avait déclaré Emmanuel Macron lors de l'affaire Benalla, alors le fossé qui les sépare du peuple risque de continuer à se creuser et le peuple risque d'être de plus en plus tenté de se substituer à la justice. Il sera alors trop tard pour crier au populisme. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Cette année, on espère sincèrement que le Covid sera moins présent dans l'actualité et qu'on pourra parler d'autres choses. Mais avec cette décision de la Cour de justice de la République, on se devait de revenir sur les événements de ces 2 dernières années. Parce que ce sont des années qui ont été dures, éprouvantes pour tout le monde, mais aussi des années où les choses se sont enchaînées extrêmement vite, où les décisions se sont succédées à un rythme effréné, et où aussi, il faut le dire, tout a été fait pour qu'on perde le fil des événements. Or, si on veut passer à autre chose, surmonter le traumatisme collectif qu'a été cette crise sanitaire, on se doit d'être clair sur ce qui s'est passé et sur les responsabilités de chacun, y compris de ceux qui cherchent à fuir les leurs en nous poussant à nous entre-déchirer sur tout et n'importe quoi. Et si cette vidéo a pu aider à remettre les choses en perspective, tant mieux. Dans tous les cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à diffuser un discours différent de ce qu'on entend habituellement dans les médias, où politiques et éditorialistes sont unanimes à défendre cette pauvre Madame Buzyn, comme si cela coulait de source et qu'il était impossible de penser autrement. Si nos analyses vous semblent intéressantes, pertinentes, si vous aimez notre travail ou que vous le trouvez simplement utile, on vous invite à nous soutenir à hauteur de quelques euros par mois via notre page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description juste sous la vidéo. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui permet aujourd'hui, au fil d'actu, de vivre uniquement du soutien de son public. Ce sont les tipeurs qui nous permettent de rémunérer l'équipe et de rester 100% indépendants, donc entièrement libres du choix et du contenu de nos sujets. Donc, si vous êtes tipeur du fil d'actu, merci infiniment. Vous êtes les garants de notre liberté et on n'oublie pas ce qu'on vous doit. Et si vous aussi, vous souhaitez soutenir le fil d'actu et rejoindre la communauté des tipeurs, vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Il vous suffit de cliquer sur le lien Tipeee sous la vidéo et de vous laisser guider. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à l'ensemble de nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, ainsi vous serez certain de ne rater aucune nouvelle publication. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu sous la vidéo et discuter en commentaire. Si vous avez des idées sur les moyens de contrôler nos élus, on sera notamment ravis de vous lire. Dimanche, restez connectés, vous aurez une annonce importante sur la chaîne. Moi je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.